Combien de secrets une seule photographie peut-elle contenir? Nous avons l'habitude de feuilleter de vieux albums, voyant des visages figés dans le temps, et nous supposons que nous comprenons leur histoire. Nous pensons que les souvenirs sont faits de lumière, mais les plus importants, ceux qui définissent une vie, sont souvent cachés dans l'obscurité. Prenez celle-ci. Harmony Creek, une petite ville américaine, en 1950. C'est la quintessence du rêve d'après-guerre. La rue principale est impeccable, les vitrines brillent, les nouvelles voitures Chevrolet sont garées en épis, reflétant un ciel sans nuages. Nous voyons des familles parfaites, des enfants riant avec des cornets de glace, des femmes en robe à pois. C'est une image de prospérité, un instantané de l'innocence. Mais regardez plus près. Passez devant le maire qui serre la main du propriétaire de la banque. Ignorez les adolescents qui partagent un soda près de la pharmacie. Regardez au centre de la place, là où se dresse le grand chêne, le patriarche de la ville, et regardez l'ombre qu'il projette. C'est l'après-midi, le soleil est haut, mais cette ombre sous l'arbre est trop profonde, trop sombre, presque artificielle. C'est là que le shérif Brody a été vu pour la dernière fois. 3 jours avant que cette photo ne soit prise. Ce n'est pas une ombre, c'est une tombe, et le corps disparu du shérif est juste là, sous les pieds des enfants qui jouent. Maintenant, regardez encore plus attentivement. Nos yeux sont attirés par les personnages bruyants au premier plan, mais ce n'est pas leur histoire. Regardez à gauche, à travers la vitre du Harmony Diner. Vous voyez une silhouette floue? C'est une jeune femme, une serveuse, Elara. Elle tient un chiffon, comme si elle était en train de polir la vitre, mais elle ne bouge pas. Dans une photographie débordant de sourires forcés et de joie mise en scène, Elara est la seule à ne pas sourire. Elle est la seule à regarder fixement, non pas l'appareil photo, mais l'ombre sous le chêne. Elle savait ce que l'ombre sous cet arbre cachait, et elle savait qui l'y avait mis. Et à la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi son silence, le silence de cette fille invisible en arrière-plan, était le seul véritable acte de courage de cette ville. Notre mission, ici, est de donner une voix à ceux que l'histoire a rendus invisibles, de retrouver les héros oubliés dans les marges des photographies officielles. Si vous croyez que chaque vie compte et que chaque secret mérite d'être révélé, aidez-nous à continuer ce travail. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. C'est la seule façon pour que ces souvenirs ne soient pas perdus à jamais. L'année 1950 n'était pas aussi simple que cette photographie veut nous le faire croire. L'Amérique venait de gagner une guerre mondiale, mais elle était entrée dans une nouvelle ère de peur. C'était le début de la peur rouge, une époque de conformité rigide, où tout ce qui était différent était considéré comme dangereux. Et Harmony Creek, malgré son nom, était un microcosme de cette tension. La ville avait des règles visibles, comme les lois Jim Crow qui maintenaient la petite population noire de la ville dans une ségrégation stricte, et des règles invisibles qui dictaient qui pouvait parler à qui pouvait aimer qui, et qui devait garder la tête baissée. L'homme chargé de faire respecter toutes ces règles, visibles et invisibles, était le shérif Brody. En public, Brody était un héros de guerre décoré, l'homme qui avait ramené l'ordre à Harmony Creek. En privé, il était le tyran de la ville. C'était un homme grand, avec des mains comme des étaux et des yeux qui ne souriaient jamais. Sa justice était rapide, brutale et toujours pointée vers le bas. Il harcelait les familles pauvres, couvrait les méfaits des hommes riches qui payèrent sévère et réservait sa cruauté la plus profonde à ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Il détestait tout ce qui sortait du rang, tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Et puis, il y avait Elara. À 19 ans, Elara vivait dans les coulisses de la ville. Orpheline depuis la grippe des années précédentes, elle était la seule responsable de son jeune frère, Léo. Le Harmony Diner était son poste d'observation. Elle travaillait 12 heures par jour, glissant entre les tables avec une cafetière à la main, un fantôme au milieu de la vie de la ville. Elle entendait tout. Elle entendait les murmures des hommes d'affaires sur les accords secrets. Elle entendait les commérages des femmes du club de lecture, et surtout, elle entendait les menaces voilées du shérif Brody lorsqu'il prenait son café gratuit au comptoir. Elara n'était pas seulement une observatrice, elle avait quelqu'un à protéger, Léo. Léo avait 16 ans, mais il était différent. Il était silencieux, incroyablement intelligent. Mais il voyait le monde sous des angles que les autres ne comprenaient pas. Il dessinait dans des carnets, lisait de la poésie et préférait la compagnie des animaux à celle des gens. Pour Harmony Creek, et surtout pour le shérif Brody, Léo était une cible, anormale. Brody l'avait pris en grippe. « Je vais redresser ce garçon », avait-il dit un jour à Elara, ses yeux fixés sur elle, un sourire méprisant aux lèvres. « Il a besoin d'un peu de discipline militaire. » Elara savait ce que cela signifiait. La discipline de Brody avait déjà envoyé un autre jeune homme de la ville voisine à l'hôpital. L'été 1950 était étouffant, la chaleur était implacable, et la tension dans Harmony Creek était comme l'humidité, collante,
inévitable. Les gens souriaient donc plus fort, mais leurs yeux étaient durs. Brody était devenu plus erratique, plus violent dans ses accès de colère. 3 jours avant que cette photographie ne soit prise, la tension a atteint son point de rupture. C'était une nuit sans lune. Et Lara avait fini son service tard. Le dîner était vide à l'exception d'elle et de Léo, qui l'attendaient sur un tabouret au fond. Le shérif Brody est entré en trombe. Son visage rouge, l'odeur de whisky précédant sa voix. Il a commencé par Elara, ses commentaires devenant plus crus, ses mains s'approchant trop près. Léo, le garçon silencieux, s'est levé. « Laissez-la tranquille », a-t-il dit. Sa voix à peine un murmure mais tranchante comme du verre. Personne ne parlait à Brody comme ça. Le shérif s'est tourné, son attention se fixant sur Léo avec une intensité terrifiante. Il a ri. Le petit oiseau veut chanter, il a attrapé Léo par le col. « Viens avec moi, garçon, on va avoir une conversation. » Et Lara a crié, mais Brody l'a repoussé. Il a traîné Léo dehors, vers la place de la ville, vers l'obscurité sous le grand chêne. Cette photographie a été prise le jour du fondateur. La présence était obligatoire. Le maire voulait une image de perfection à envoyer au journal de l'État. Mais cette perfection était un mensonge. Le shérif Brody avait disparu depuis 3 jours. La ville faisait semblant d'être inquiète. Une recherche officielle était en cours dans les bois environnants. Mais tout le monde à Harmony Creek jouait la comédie. Soulagé, mais terrifié. Tout le monde sauf Elara. Sur cette photo, elle n'essuie pas la vitre. Elle est figée. Ses yeux sont fixés sur la terre fraîchement retournée sous le chêne, un endroit que la pluie de la veille avait déjà commencé à tasser. Elle savait qu'il ne le trouverait jamais dans les bois. Elle savait, car cette nuit-là, elle avait suivi Brody et Léo. Elle avait vu l'impensable. Et quand Léo était rentré à la maison avant l'aube, ses mains couvertes d'égratignures et de terre, tremblant d'une terreur silencieuse, elle avait pris une décision. Elara avait passé les 2 jours suivants à nettoyer méticuleusement. Elle avait brûlé les vêtements de Léo. Elle avait essuyé le badge du shérif qu'elle avait trouvé près de leur porte arrière et l'avait jeté dans la rivière. Sur cette photo, Elara ne regarde pas un arbre. Elle regarde la tombe de l'homme qui voulait détruire son frère et elle garde le secret le plus lourd de la ville. Le flash de l'appareil photo du jour du fondateur s'est estompé aussi vite que les sourires forcés de Harmony Creek. La photographie, destinée à prouver la perfection de la ville, n'a servi qu'à marquer le temps, avant et après. Alors que la foule se dispersait, l'air n'était pas rempli de bavardages joyeux, mais d'un silence anxieux. Le vide laissé par le shérif Brody n'était pas un vide de chagrin, c'était un vide de pouvoir. Et la nature, tout comme les petites villes, a horreur du vide. Dans cette photographie, Elara est figée, son regard fixé sur la tombe de terre sous le chêne. Mais la vie n'est pas une photographie. Le moment est passé. Elle a dû se retourner, essuyer ce verre, prendre une commande, car son secret n'était pas quelque chose qu'on pouvait simplement garder. C'était une bête qu'elle devait nourrir et entretenir chaque minute de chaque jour, tout en servant le café à la ville même qui prétendait chercher le monstre qu'elle avait aidé à enterrer. Le lendemain du jour du fondateur, la supercherie de la recherche locale s'est effondrée. Le maire, réalisant que l'absence d'un officier de police ne pouvait plus être balayée sous le tapis avec les confettis du festival, a dû passer l'appel que tout le monde redoutait. Le Capitole de l'État a été informé. Et l'État a répondu. Ils sont arrivés, non pas dans une voiture de police locale cabossée, mais dans une berline Ford noire et sobre, silencieuse et lourde comme un corbillard. De la voiture est sorti l'inspecteur Marks. Il n'était pas comme Brody. Brody était une force brute. Marks était une lame fine. Il ne portait pas d'uniforme, mais un costume sombre qui semblait étrangement frais malgré la chaleur de l'été. Il n'a pas crié. Il n'a jamais élevé la voix. Il s'est contenté de regarder. Ses yeux, d'un gris pâle, balayaient Harmony Creek non pas comme un lieu de vie, mais comme une scène de crime potentiel. Son premier arrêt fut le Harmony Diner. Il s'assit au comptoir, à la place même que Brody avait occupée, et commanda un café noir. Elara sentit son regard sur son dos alors qu'elle remplissait la tasse. Ses mains ne tremblaient pas. Elle ne le leur permettrait pas. Le diner, autrefois le centre des commérages, était devenu une salle d'interrogatoire silencieuse. Les habitués parlaient à voix basse, leur conversation habituelle sur la météo et les récoltes remplacées par des murmures sur le shérif disparu. L'inspecteur Marks buvait son café lentement. « Le shérif Brody », dit-il soudain, sa voix coupant le silence, s'adressant au député local. Un jeune homme nommé Evans, qui transpirait abondamment. Avait-il des ennemis, député ? Le dîner est devenu complètement silencieux. Evans a ri nerveusement, un son aigu et désagréable. « Eh bien, inspecteur, un homme de loi se fait toujours quelque mécontent. Mais des ennemis, personne n'aurait osé. » Marx l'interrompit, sans lever les yeux de sa tasse. « Tout le monde ose, député. Ils attendent juste le bon moment. Qui l'a vu en dernier ?» Le député Evans a regardé Elara. « C'était ici,
N'est-ce pas, Elara? Il a pris un café avant sa patrouille. Elara sentit chaque regard dans la pièce se tourner vers elle. C'était le premier test. Elle garda sa voix neutre, la voix de serveuse qu'elle utilisait 1000 fois par jour. « Oui, monsieur. Il est venu. Il a pris un café. Il semblait pressé. » Marx leva enfin les yeux vers elle. Ce n'était pas un regard accusateur. C'était un regard évaluateur, comme un boucher examinant une coupe de viande. « Pressé comment, mademoiselle ?» « Elara, juste pressé. Il n'a pas dit où il allait. » Marx hocha lentement la tête, puis se tourna vers Evans. « La recherche dans les bois n'a rien donné. Ce n'était pas une question, c'était une déclaration. Nous allons donc changer de tactique. Demain, à l'aube, nous amenons les chiens. Nous allons fouiller la ville, chaque ruelle, chaque sous-sol. » Il fit une pause, et son regard se dirigea vers la fenêtre, vers la place de la ville, et chaque centimètre de cette place. La véritable horreur du secret d'Elara n'était pas seulement la peur d'être découverte, c'était la performance de la normalité. Ce soir-là, elle rentra chez elle. L'air était lourd, la chaleur de la journée piégeait dans leur petit appartement au-dessus de la quincaillerie. Léo était là. Il n'était pas dans sa chambre à dessiner. Il était assis à la table de la cuisine dans la pénombre, ses mains jointes sur la table. Il était parfaitement immobile. La nuit de l'attaque, il était revenu comme un fantôme, couvert de terre et de quelque chose d'autre, tremblant si violemment qu'il ne pouvait pas parler. Et Lara n'avait pas posé de questions. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle avait vu Brody le traîner vers le chêne. Elle avait entendu le son étouffé, non pas un cri, mais un bruit sourd et lourd. Elle avait vu Léo tituber hors de l'obscurité 1 heure plus tard. Seul, son frère, l'âme douce qui ne ferait pas de mal à une mouche, avait été poussé à bout. Maintenant, il était assis là, un coquillage vide. « Léo », dit-elle doucement, posant sa main sur son épaule. Il sursauta violemment. « Ils amènent des chiens. » « Elara », murmura-t-il. Sa voix était rauque. « Ils amènent des chiens demain. » Il leva les yeux vers elle, ses yeux hantés non pas par la culpabilité, mais par une terreur pure. Il ne s'agissait pas de ce qu'il avait fait, il s'agissait de ce qui leur arriverait. Elara s'agenouilla devant lui, attrapant ses mains. Elles étaient froides comme la glace. « Écoute-moi, Léo, tu n'as rien fait de mal. Tu m'as protégé, tu t'es protégé. » Elle mentait. C'était mal, elle le savait, mais la justice de Brody était pire. « Rien ne s'est passé cette nuit-là. Tu es resté au dîner, tu m'as attendu. Nous sommes rentrés à la maison. C'est tout ce qui s'est passé, tu m'entends ?» Léo la regarda, son esprit semblant à des milliers de kilomètres. Il hocha lentement la tête, mais ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, vers la place qu'il pouvait voir même d'ici. Cette nuit-là, Elara ne dormit pas. Elle resta assise sur sa chaise, regardant la place de la ville, regardant le chêne. L'ombre en dessous semblait encore plus sombre, la terre plus fraîche. La pluie de la nuit précédente avait aidé, mais les chiens s'en tirèrent la mort. Ils s'en tirèrent la peur. Elle regarda son frère, qui s'était finalement endormi sur la table, sa joue reposant sur ses bras. Il était tout ce qu'elle avait. Elle avait fait le ménage. Elle avait brûlé les vêtements. Elle avait jeté le badge dans la rivière. Mais elle n'avait pas pu nettoyer la terre. Elle n'avait pas pu nettoyer ce qui se trouvait sous le chêne. L'inspecteur Marx était intelligent. Il savait que les bois étaient une fausse piste. Il savait que le secret était proche. Il savait qu'il se trouvait au cœur de la ville. Alors qu'Elara regardait les premières lueurs grises de l'aube toucher le sommet du chêne, elle réalisa que le secret n'était pas en sécurité. Le silence ne suffisait plus. Elle devait agir. Elle devait faire quelque chose que Brody lui-même aurait fait. Elle devait trouver un moyen de détourner le regard, de déplacer le blâme. Et il n'y avait qu'une seule façon de le faire. Elle devait leur donner un autre suspect. L'aube n'a pas apporté de soulagement. Elle est arrivée comme une échymose, un gris-bleu maladif qui s'est infiltré dans les rues de Harmony Creek. Elara n'avait pas bougé de sa chaise, son regard fixé sur l'ombre sous le chêne, qui semblait maintenant s'agripper au sol, défiant la lumière du jour. Le son du souffle endormi et agité de Léo dans la pièce voisine était le seul métronome de sa peur. Les chiens, ils allaient sentir la terre retourner. Ils allaient sentir la panique, le sang qui avait été lavé à la hâte, la culpabilité qui imprégnait l'air même. Le silence de Léo l'avait protégée, mais le silence d'Elara n'était plus une armure, c'était un piège. Elle avait besoin d'un bouclier, elle avait besoin d'une histoire, et une histoire, pour qu'elle soit crue dans une ville comme celle-ci, avait besoin d'un méchant plausible. Elle avait besoin de quelqu'un que Harmony Creek était déjà prêt à blâmer. Son esprit s'emballa, passant en revue les visages du diner. Pas un homme d'affaires, ils étaient protégés par leur argent. Pas une des femmes de la ville. Brody ne s'était jamais querellé avec elles en public. Il lui fallait quelqu'un en marge, quelqu'un d'aussi invisible qu'elle, mais sans la protection de l'anonymat. Quelqu'un que Brody avait ouvertement méprisé. Le visage apparut dans son esprit. Silas Croft. Un homme qui avait été brisé par la guerre bien avant que Brody ne pose les yeux sur lui. Silas vivait dans une cabane délabrée au bord de la rivière, à la limite de la ville, survivant grâce à la pêche et au petit boulot que les gens lui confiaient par pitié. Il parlait peu, mais il buvait beaucoup. Et quand il buvait, il marmonnait à propos des horreurs qu'il avait vues à Okinawa. Brody, le héros de guerre décoré, ne supportait pas Silas, le lâche brisé. Elara avait été témoin de la cruauté.
Il y a à peine 2 semaines, Brody avait renversé le seau de poisson de Silas sur la place, lui donnant des coups de pied et riant, tandis que Silas se dépêchait de les ramasser dans la poussière. « Regardez le héros », avait ricané Brody, et Lara se souvenait du regard de Silas, un regard de haine pure et impuissante. C'était une base, mais les chiens ne pouvaient pas sentir une vieille rancune. Ils avaient besoin d'une piste. L'inspecteur Marks avait besoin de quelque chose de tangible. Et Lara se leva, ses membres raides. Elle alla dans sa petite chambre et souleva une lame de plancher lâche sous son lit. Elle avait jeté le badge dans la rivière, mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas pu se résoudre à jeter. Une chose trop lourde, trop sombre pour être transportée en plein jour. La matraque du shérif. Ce n'était pas son équipement officiel. C'était un morceau de bois dur et poli, lesté de plomb, qu'il appelait son persuadeur. C'était l'objet que Brody avait levé sur Léo dans l'obscurité. Dans la lutte frénétique, Léo l'avait arraché des mains de l'homme plus grand, et Lara l'avait trouvé sur le sol à côté du corps de Brody, la poignée en cuir encore humide de la sueur du shérif. Elle l'avait enveloppé dans un chiffon huileux. Maintenant, elle la regardait. C'était l'arme du crime. C'était le salut de Léo. Et ce serait la perte de Silas. Elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle ne pouvait pas se permettre de ressentir le poids de ce qu'elle était sur le point de faire. Détruire un homme innocent pour en sauver un autre. Elle essuya méticuleusement la matraque avec le chiffon, puis essuya le chiffon lui-même sur les poignées de porte de sa propre maison, effaçant toute trace. Elle glissa l'objet lourd dans la ceinture de sa robe, sous son tablier. Léo dormait toujours. Elle sortit dans la lumière grise avant l'aube. La ville était silencieuse, retenant son souffle. Elle se déplaça dans les ruelles, évitant la rue principale. Le chemin vers la rivière était rapide. La cabane de Silas était là, à peine plus qu'un tas de bois de récupération. Une bouteille vide gisait près de la porte, et Lara écouta. Rien, sauf le léger ronflement de l'homme à l'intérieur. Elle ne pouvait pas la mettre à l'intérieur, il la trouverait. Elle devait la cacher là où les chiens la trouveraient. Près de la rivière, Silas avait un tas de vieux casiers à écrevisses et de filets en réparation. C'était désordonné, chaotique. Elle glissa la matraque de plomb profondément sous un filet emmêlé, la poussant dans la boue molle près de la berge. Elle était cachée à l'œil nu, mais l'odeur, la sueur séchée de Brody, le sang de Léo qu'elle n'avait jamais pu entièrement nettoyer, le bois lui-même, elle pria pour que ce soit suffisant. Elle retourna au dîner alors que le premier véritable rayon de soleil frappait la vitrine. Elle alluma les lumières, commença le café, ses mouvements automatiques. Elle était derrière le comptoir, polissant un verre, lorsque la Ford noire de l'inspecteur Marks se gara. Il entra, ses yeux gris balayant la pièce vide. Il prit sa place habituelle. « Café, inspecteur ?» Sa voix était stable. Il hocha la tête. Alors qu'elle versait, le député Evans entra en trombe, son uniforme déjà trempé de sueur. « Inspecteur, ils sont presque là. Les maîtres chiens arrivent de la jonction. » Mark sirota son café, imperturbable. « Qu'ils commencent par la place, comme prévu. » C'est alors qu'Elara parla. Sa voix était douce, remplie de la fausse inquiétude qu'elle avait perfectionnée. « Oh mon Dieu, j'espère juste qu'ils ne vont pas effrayer le vieux Silas. » Leurs aboiements, Marx se tourna lentement vers elle. « Silas ?» Elara baissa les yeux, comme si elle était embarrassée. « Silas Croft. Il vit près de la rivière. C'est juste que, le shérif Brody était si dur avec lui. Je les ai vus se disputer la semaine dernière. C'était terrible. Brody l'a menacé, a dit qu'il allait brûler sa cabane. » Elle fit une pause, ajoutant le dernier tour de vis. « Et Silas, il n'est pas bien. Vous savez, il a crié quelque chose en retour. Quelque chose comme « Je vais vous arrêter. Je vais vous faire arrêter pour de bon. » Le silence dans le dîner était absolu. Le député Evans ouvrit la bouche, puis la referma. L'inspecteur Marks posa sa tasse. Il ne dit rien, mais son regard quitta Elara et se tourna vers la fenêtre. Non pas vers la place, mais au-delà, vers la ligne d'arbres qui cachait la rivière. Il avait maintenant une alternative, un récit, un suspect violent avec un mobile public. Elara retourna à ses verres, ses mains cachées sous le comptoir, pour qu'il ne puisse pas voir à quel point elle tremblait. Elle avait planté la graine. Elle avait posé le piège. Maintenant, elle devait attendre et voir quelle bête serait attrapée en premier. C'est alors qu'elle l'entendit, loin, mais se rapprochant. Le son de plusieurs chiens, non pas des aboiements joyeux, mais les jappements aigus et excités d'une meute à la recherche. Ils commençaient leur recherche, et ils se dirigeaient droit vers le grand chêne. Le son des chiens était un couteau aiguisé, découpant le silence matinal de Harmony Creek. Depuis sa place derrière le comptoir du diner, Elara avait une vue parfaite sur la place. Elle aurait pu être en sécurité derrière la vitre, mais elle se sentait complètement exposée, comme si l'inspecteur Marks pouvait voir à travers le verre, à travers sa peau, et lire le secret gravé sur ses os. Il se tenait près du chêne, imperturbable, son costume sombre une tache d'encre sur la verdure matinale. 2 hommes tenaient 2 limiers en laisse, les chiens tendus, leurs corps entiers vibrant d'une seule mission. Léo était dans l'arrière-salle,
censé éplucher des pommes de terre. Et Lara savait qu'il était probablement recroquevillé dans le garde-manger, les mains sur les oreilles, mais elle ne pouvait pas aller le réconforter. Elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait que regarder. La performance commença. Le premier maître chien lâcha la laisse. « Cherche !» Le chien, un grand mâle au pelage noir et feu, commença son travail. Il ignora les bancs, il ignora le mât du drapeau. Il fit un large cercle autour de la place, puis un autre, plus serré. Et Lara sentit le café lui remonter dans la gorge. Le chien se dirigeait vers le chêne. Il arriva au bord de la parcelle d'ombre. Il s'arrêta. Il leva son museau en l'air, puis le plongea vers le sol. Un gémissement bas et profond s'éleva de sa gorge. Il regarda son maître, puis se remit à renifler frénétiquement la terre tassée par la pluie. Le député Evans fit un pas en arrière. Seigneur tout-puissant. L'inspecteur Marks ne bougea pas. Il se contenta de fixer le chien, ses yeux gris se plissant. « Qu'est-ce qu'il a, Brutus ?» demanda le maître chien. Le chien répondit par une série d'aboiements aigus, un son qui fit sursauter Elara comme un coup de feu. Le chien commença à gratter la terre, pas doucement, frénétiquement. Des mottes de terre sombre volèrent. C'était l'endroit exact. C'était fini. Elara agrippa le bord du comptoir si fort que ses jointures devinrent blanches. Ils allaient trouver. Ils allaient sortir les pelles. Ils allaient le déterrer devant toute la ville. Et Léo s'effondrerait. Et tout le monde saurait. L'inspecteur Marks fit un signe de tête au député Evans. « Allez chercher des pelles au magasin. » Mais Marks regardait toujours. Il ne regardait pas seulement le chien, il regardait la scène, il regardait la terre. Et pendant un instant, son regard quitta le chien et se tourna vers le dîner. Il rencontra les yeux d'Elara à travers la vitre. Elle ne pouvait pas détourner le regard. Elle était piégée dans son regard, un insecte épinglé sur une planche. Il ne savait pas comment, mais il savait qu'elle regardait avec trop d'intensité. C'est alors, dans ce moment de tension insoutenable, qu'il se tourna vers l'autre maître chien, celui qui tenait le deuxième chien en laisse. « J'ai changé d'avis, » dit Marks, sa voix calme mais portant loin dans l'air calme. « Vous, amenez votre chien à la rivière. Suivez la piste dont la serveuse a parlé, la cabane de Croft. » Et Lara sentit un frisson d'espoir si violent qu'il la rendit malade. Il avait mordu à l'hameçon. Il avait divisé ses forces. L'homme hocha la tête et partit au trot en direction de la ligne d'arbres. Mais le premier chien, Brutus, n'avait pas fini. Il était maintenant dans une frénésie, creusant avec ses deux pattes avant, aboyant si fort que toute la ville devait l'entendre. « Inspecteur !» cria le maître chien, luttant pour retenir le chien. « Il y a quelque chose ici! Il y a quelque chose ici !» Mark se retourna vers le trou naissant. Il semblait déchiré, la proie certaine sous ses pieds, contre l'intuition qui le rongeait. Et Lara pria. Elle ne priait pas Dieu. Elle priait pour que la matraque soit trouvée avant que la pelle ne touche la chair. Ce fut une course silencieuse. Le chien creusait à la vue de tous, tandis que l'autre chien, invisible, chassait un mensonge près de la rivière. « Tirez ce chien de là !» ordonna Marks, sa voix soudainement dure. « Je ne veux pas d'un cirque. Attachez-le. » Le maître chien attrapa le chien par le collier et le traîna en arrière, le chien se débattant et s'étranglant. Ils restèrent là, dans un silence tendu, pendant ce qui sembla être une éternité. Le chien haletait, les yeux toujours fixés sur le trou qu'il avait commencé. Marks regardait la terre perturbée. Puis le cri vint, distant mais clair, porté par le vent depuis la rivière. « Inspecteur, Marks, vous feriez mieux de venir voir ça. Nous l'avons trouvé. » Un mot différent, pas lui. L'avons trouvé. Le piège s'était refermé. L'inspecteur Marks ne montra aucune émotion. Il se contenta de boutonner sa veste. Il regarda une dernière fois le trou peu profond sous l'arbre, puis se tourna vers le député Evans, qui revenait avec 2 pelles. « Laissez ça, » dit Marks. « Tous les hommes à la cabane de Croft. Maintenant, comme s'ils étaient attirés par un fil invisible. » La petite foule d'observateurs, Marks, Evans, et même le maître chien traînant le chien réticent, se déplaça en masse de la place vers la rivière. Et Lara sortit de derrière le comptoir, ses jambes tremblant si fort qu'elle faillit tomber. Elle les suivit à distance. Elle devait voir. Elle arriva juste au moment où Marks atteignait la cabane délabrée de Silas. L'autre chien aboyait sauvagement, son museau enfoncé dans le tas de filets de pêche emmêlés. « Juste là-dessous, monsieur, » dit le maître chien. Marks n'attendit pas. Il plongea la main dans le désordre des cordes et de la boue. Sa main s'arrêta. Il tâtonna, puis serra sa prise. Il se redressa lentement. Dans sa main, couvert de boue et d'algues de rivière, se trouvait le persuadeur de Brody. Le bois sombre poli, le plomb indubitable à son extrémité, la lanière de cuir à la poignée. Un silence mortel tomba sur le groupe. C'est à ce moment que Silas, réveillé par le bruit, sortit de sa cabane en titubant, les yeux plissés contre la lumière, à moitié ivre et complètement confus. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... » Il s'arrêta net quand il vit Marks. Il vit la matraque. La couleur quitta son visage. L'inspecteur Marks s'avança, tenant l'objet comme une preuve dans un tribunal. « Monsieur Croft, » dit Marks, sa voix dangereusement douce. Le shérif Brody était un homme qui aimait ses routines, mais je ne le savais pas assez bien. Alors peut-être pouvez-vous m'expliquer...
Pourquoi sa matraque préférée était-elle cachée sous vos filets? Les yeux de Silas s'écarquillèrent de terreur pure et innocente. Il regarda l'arme, puis Elara qui se tenait à l'arrière de la foule, puis Marks. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'inspecteur Marks se tourna vers le député Evans. « Arrêtez-le. » La marche de retour de la rivière fut une parodie de procession. Ce n'était pas la marche solennelle d'une ville pleurant son chef, mais la ruée désordonnée d'une foule qui avait trouvé sa victime. Silas Croft, les mains attachées dans le dos par une corde, ne pleurait pas. Il était dans un état de stupeur ivre et terrifié. Il n'arrêtait pas de marmonner. « Je ne l'ai pas, je n'ai même pas. » Je dormais. Mais ses paroles étaient emportées par le vent, rejetées par une ville qui avait désespérément besoin d'une réponse simple. Le député Evans, enhardi par la présence de l'inspecteur Marks, poussait Silas en avant, jouant le rôle du justicier triomphant. C'était une performance dégoûtante, et Harmony Creek l'applaudissait. Les gens sortaient sur leur porche, non pas avec horreur, mais avec une satisfaction sombre. L'anomalie avait été trouvée. Le rouage grinçant qui menaçait la machine parfaite de la ville avait été identifié. Le fait que ce soit Silas, l'homme en marge, le vétéran brisé qu'ils ignoraient tous les jours, ne faisait que rendre l'histoire plus facile à avaler. Bien sûr que c'était lui. Ce n'était personne d'entre nous. Elara les suivit, restant à l'arrière, son cœur battant un rythme lourd et douloureux dans sa poitrine. Elle avait gagné. Elle avait sauvé Léo. Mais le goût de la victoire était celui de la cendre. Elle regarda Silas être jeté à l'arrière de la voiture de patrouille du député. Son regard croisa le sien à travers la vitre sale. Il y avait de la confusion dans ses yeux, une supplication pitoyable. Il ne comprenait pas. Comment cette arme était-elle arrivée là? Pourquoi lui? Elara soutint son regard, son visage un masque de pierre. Elle ne pouvait pas se permettre de scier. Elle ne pouvait pas se permettre la pitié. La pitié était un luxe que le shérif Brody lui avait enlevé la nuit où il avait mis les mains sur son frère. Elle s'était endurcie. Elle avait fait un choix. Elle avait sacrifié un innocent pour en protéger un autre. En cet instant, elle comprit une terrible vérité sur le pouvoir. Elle n'avait pas vaincu Brody. Elle avait appris à utiliser ses méthodes. La foule se dispersa lentement, l'excitation s'estompant, pour laisser place à la routine. Les gens retournèrent à leur magasin, à leur maison, leur conversation se tournant déjà vers le procès, vers la rapidité avec laquelle les choses reviendraient à la normale. La normale, un mot qu'Elara commençait à détester. Elle retourna au dîner. L'endroit était vide, sauf pour deux hommes. Léo, qui était sorti de l'arrière-salle, se tenait près de la porte de la cuisine, son visage blanc comme un fantôme, et l'inspecteur Marks, assis à sa place habituelle au comptoir. Il n'avait pas suivi les autres jusqu'à la prison. Il l'attendait. Elara sentit ses mains recommencer à trembler, mais elle les força à s'immobiliser. Elle prit la cafetière, s'approcha. « Encore du café, inspecteur ?» Marks leva lentement les yeux de sa tasse vide. Son regard n'était plus évaluateur. Il était pénétrant. « Non. » Merci, mademoiselle Elara. Je paie juste l'addition. Il posa une pièce d'$1 sur le comptoir. L'air entre eux était épais, vibrant d'une électricité non dite. Il savait. Elle savait qu'il savait. Il savait qu'elle avait menti sur la dispute entre Silas et Brody. Il savait que le timing de sa suggestion était trop parfait. Et surtout, il savait ce que ce chien avait trouvé sous le chêne. Il avait vu le chien gratter. Il avait senti la certitude de l'animal. Il avait abandonné une piste certaine pour une piste facile. « Vous avez été d'une grande aide, » dit-il. Sa voix basse. Cette affaire aurait pu rester non résolue pendant des mois. Votre observation a tout accéléré. Elara hocha la tête, refusant de baisser les yeux. Je suis juste contente que ce soit fini, pour le bien de la ville. Marks la regarda fixement pendant un long moment, une bataille silencieuse se déroulant entre eux. Puis, son regard se déplaça vers la fenêtre, vers la place. Le député Evans avait déjà demandé à quelqu'un de remplir le trou peu profond que le chien avait creusé. La cicatrice sur la terre était déjà en train d'être effacée. Ce premier chien, dit Marks, presque pour lui-même. Brutus. Il était convaincu. Je n'ai jamais vu un chien aussi convaincu qu'il y avait quelque chose juste là. Elara prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qui lui restait. C'était le dernier mensonge. Le plus important. Les animaux sont bêtes, inspecteur. Ils chassent les écureuils, ils enterrent des os. Ils ne savent pas ce qu'est la justice. Elle rencontra son regard. Vous avez trouvé l'arme du crime sur le meurtrier. C'est ça, la justice, n'est-ce pas? L'inspecteur Mark la dévisagea. Il vit la détermination dans ses yeux, l'acier qui n'y était pas 2 jours auparavant. Il vit une protectrice, il vit une menteuse, il vit peut-être même une héroïne. Il savait que ce qui était enterré sous cet arbre n'était pas un écureuil, et il savait qu'il ne le déterrerait jamais. Harmony Creek avait son tueur, l'État avait son affaire classée. La justice, comme il l'appelait, avait été servi. Il hocha lentement la tête, un mouvement presque imperceptible. En effet, mademoiselle Elara, la justice. Il se leva,
ajusta son costume. « Bonne journée. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêta un instant, son regard balayant une dernière fois la place, le chêne, puis le diner. Il sortit. Quelques minutes plus tard, la Ford noire et sobre quitta la ville, emportant avec elle la version officielle de la vérité. Et Lara resta là, écoutant le bruit du moteur s'estomper, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le bourdonnement du réfrigérateur et le son de la respiration sifflante de Léo derrière elle. C'était fini. Elle avait gagné. Elle était complètement, totalement seule. Le départ de la Ford noire de l'inspecteur Marks ne fut pas une fin, ce fut un saut. Il a scellé le destin de Silas Croft, et il a scellé le secret d'Elara et Léo, sous le grand chêne de Harmony Creek, aussi profondément et aussi sûrement que le corps du shérif Brody. La ville, avide de normalité, a dévoré l'histoire. Silas, le vétéran brisé et alcoolique, était le coupable parfait. Le procès fut une formalité, une parodie grotesque de justice jouée en quelques jours à peine. La matraque, plantée par Elara, était la preuve physique. Le mobile, l'histoire de la dispute qu'Elara avait inventée, était le clou du cercueil. Silas Croft fut condamné à la prison à vie. Il fut transporté hors de la ville avant la fin de la semaine, son regard confus et suppliant n'ayant jamais trouvé de réponse. Harmony Creek poussa un soupir collectif de soulagement. Le monstre avait été attrapé, le mal avait été banni, la vie pouvait reprendre son cours, et la place de la ville redevint un lieu de pique-nique et de fête de la moisson. Mais pour Elara et Léo, la place ne fut plus jamais la même. Le dîner devint leur prison. Elara travaillait avec une efficacité mécanique, son visage un masque impénétrable. Léo, lui, s'est éteint. Le garçon silencieux qui dessinait autrefois la vie dans ses carnets devint un fantôme. Il évitait la fenêtre avant, refusant même de regarder le chêne. Il faisait son travail à l'arrière, mais l'étincelle qui avait poussé Brody à le tourmenter avait disparu, éteinte cette nuit-là dans l'ombre. Elara avait sauvé la vie de son frère, mais elle ne savait pas si elle avait sauvé l'essentiel de lui. Elle avait gagné la guerre, mais la paix qui s'ensuivit était froide et vide. Elle avait fait un choix impossible, devenant la chose même qu'elle détestait, une manipulatrice qui sacrifiait un innocent pour protéger la seule chose qu'elle aimait. Elle avait appris que la survie, parfois, ressemble étrangement à la cruauté. Les années ont passé. Léo a atteint l'âge de 18 ans et le lendemain, il a pris un bus Greyhound pour l'Ouest. Il n'a jamais dit au revoir. Il a juste laissé un mot sur la table de la cuisine. « Je ne peux plus respirer ici. » Et Lara n'a jamais reçu de nouvelles de lui. Elle est restée. Elle a fini par reprendre le diner lorsque le vieux propriétaire est mort. Elle est devenue une figure de Harmony Creek, une femme silencieuse et digne que tout le monde respectait, mais que personne ne connaissait vraiment. Elle a regardé la ville grandir. Elle a regardé de nouveaux hommes de pouvoir remplacer les anciens. Et chaque jour, elle regardait le grand chêne. L'arbre est devenu énorme, ses racines s'enfonçant plus profondément, s'enroulant autour des os de l'homme qui avait failli tout détruire. L'ombre s'est étendue, un mémorial vivant que seule elle pouvait lire. Regardons une dernière fois cette photographie de 1950. Quand nous l'avons vue pour la première fois, nous avons vu une image innocente du rêve américain. Puis, nous avons vu une serveuse effrayée, un fantôme en arrière-plan. Mais maintenant, nous voyons la vérité. Nous voyons une gardienne. Nous voyons Elara, non pas figée par la peur, mais par la résolution. Nous voyons une jeune femme qui a regardé dans le cœur sombre de sa ville et a pris sur elle le poids de la véritable justice. Elle a enterré le monstre et a créé un mensonge pour que le monde continue de tourner. L'héroïsme ne se trouve pas toujours dans la lumière, en train de brandir une épée. Parfois, il se trouve dans l'obscurité, dans les coulisses, en train de faire un choix terrible pour qu'un autre puisse voir un nouveau jour. Elara était l'héroïne invisible de Harmony Creek, et son secret, caché sous les pieds de la ville, était le fondement silencieux de leur paix. L'héritage d'Elara est une leçon puissante sur le poids du silence. Il nous enseigne que les photographies ne capturent pas la vérité. Elles ne capturent qu'un instant. La vérité se trouve dans les ombres qu'elles projettent. Son histoire nous force à reconnaître que les véritables actes de courage sont souvent ceux qui ne sont jamais célébrés, accomplis par des personnes qui sacrifient leur propre innocence pour protéger les autres. Cela nous amène à réfléchir à nos propres vies. Jusqu'où iriez-vous pour protéger la seule personne qui compte pour vous? Pensez-vous qu'Elara a fait le bon choix en sacrifiant Silas? Et enfin, quel secret pensez-vous que votre propre ville cache sous ses monuments les plus chers? Si vous avez été touché par la force silencieuse d'Elara et que vous croyez qu'il faut donner une voix à ceux que l'histoire a oubliés, commentez le mot secret ci-dessous. Gardienne. C'est notre façon d'honorer ceux qui veillent dans l'ombre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Chaque abonnement nous aide à déterrer une autre histoire oubliée. Partagez ce récit avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que même les personnes les plus silencieuses ont les histoires les plus profondes. Et cliquez ici pour voir notre prochaine vidéo, où une autre photographie révèle un secret tout aussi bouleversant.